Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la place des sciences humaines dans la science? Vaste question, question difficile à laquelle je vais essayer de répondre en la segmentant un petit peu. Comme vous l'avez vu dans le cours de ce salon innovatif SHS, donc de valorisation des SHS, mais comme je l'ai dit hier, il y a vraiment un continuum et une dynamique dans nos disciplines aujourd'hui, entre la recherche dite fondamentale, ses applications multiples vers les innovations technologiques, vers la valorisation, parce qu'au fond, c'est en faisant de la valorisation aussi que souvent, on est contraint par les nouvelles questions posées ou les nouvelles difficultés qui apparaissent de revenir vers des aspects de recherche fondamentale. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de rupture en fait, réellement entre ces diverses parties de la science. Vous avez pu voir aussi qu'au fond, qu'il s'agisse de tout le domaine des humanités et des sciences sociales qui s'intéressent à tout ce qui relève de l'apprentissage, des sciences cognitives, de l'éducation. Nous avons là beaucoup de logiciels d'apprentissage ou d'identification, de détection des petits problèmes, d'apprentissage de lecture, de l'écriture, etc. Du côté du patrimoine, qui a été longtemps au fond le cœur des activités dans les humanités, vous avez pu voir comment les collègues qui travaillent en érudition, en fait, la plus traditionnelle au départ, aboutissent à des réalisations de mise en valeur du patrimoine comme la chambre musicale, ou bien des représentations 3D. Il y a énormément de choses là, qui aujourd'hui donnent de la valeur, si vous voulez, sur les sites au patrimoine et aux approches d'humanité classique. Vous avez vu aussi que ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire toutes les disciplines, toutes les approches qui utilisent énormément l'appareil informatique, les logiciels, etc. Excusez-moi, le propriétaire de la camionette Jumpy, qui est derrière dans la petite rue, s'il pouvait venir à son véhicule, s'il vous plaît. À mettre en place des bases de données accessibles, des logiciels accessibles qui permettent des recherches beaucoup plus riches qu'autrefois, même pour faire de la recherche, et même si elles sont accessibles, finalement mises en ligne pour le grand public. Vous avez vu que dans l'espace territoire, il y a énormément de réalisations des économistes, des géographes, des urbanistes, des sociologues, qui sont dans la direction de l'aide de prise à la décision. Dans cette aide à la prise de décision, vous avez beaucoup de systèmes de simulation qui partent de l'existant, qui conçoivent des logiciels relativement importants, multi-agents ou assez complexes, qui permettent par exemple, si je dois donner un exemple, ce sera celui-là, qui permettent de proposer à des municipalités, il y en a 48 qui utilisent ce logiciel aujourd'hui en Europe, des systèmes experts qui permettent d'organiser par exemple la livraison des marchandises dans une grande ville. Ça n'a l'air de rien, mais c'est à l'origine, si on n'y prête pas attention, de très nombreux encombrements. Bon, des petites choses comme ça, si vous voulez, qui multipliées font un ensemble relativement riche tout de même pour une première. C'était la première fois que nous organisions un salon de la valorisation à SHS. Des collègues allemands sont venus hier, intéressés par cette idée de la valorisation à SHS, sont venus voir comment nous nous y étions pris. Et ils m'ont dit, vous savez, nous on n'a jamais vu de salon de valorisation SHS, où que ce soit, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni en Allemagne, ni en Europe du Nord, ni en Angleterre. Donc si ça se trouve, vous avez été le premier à organiser quoi que ce soit dans ce domaine. Donc j'en suis très content. Et pour répondre un peu plus complètement à votre question initiale, je pense que, au fond, les SHS sont différentes des autres sciences évidemment, mais l'utilisation d'un certain nombre de techniques nouvelles peuvent faciliter la pluridisciplinarité et les échanges. D'ailleurs, les grands défis de société d'aujourd'hui, l'énergie, par exemple, l'environnement durable, enfin l'environnement et le développement durable et autres, on sent bien que ce ne sont pas seulement des questions pour les physiciens ou pour les biologistes, mais que ce sont des questions qui concernent avant tout le citoyen. Et qu'il faut associer le citoyen et les humanités, du coup, qui en sont les spécialistes, à l'élaboration des questionnaires et des solutions proposées, avec évidemment les spécialistes techniques
mais qu'on ne peut plus partager comme ça la science en petites rondelles, chacune dévolue à un secteur de la vie en société. Et donc il y a de la place, parce que là, c'est une partie des sciences humaines qui est venue ici. Ce qui nous manque ici, si vous voulez, c'est toute la valorisation du film, par le film. Il y en avait un peu sur les stands, mais pas beaucoup. Par les films qui quand même font du transfert de connaissances vers le grand public, et c'est quand même important, c'est une forme de valorisation importante, au même titre que les livres, les beaux livres de synthèse, les livres d'art, etc. Nos collègues, heureusement, continuent à publier ces livres qui transfèrent eux aussi vers un public plus large des recherches fondamentales et assez exigeantes au fond par ailleurs. Les manuels et puis toute publication papier, c'est de la valorisation aussi. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, c'est de la valorisation, j'allais dire traditionnelle pour les sciences humaines et sociales. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas insisté sur cette partie-là de la valorisation, qui d'abord est pratiquée depuis longtemps par nous tous, pour donner une priorité à d'autres formes de valorisation, donc le film, la mise en valeur de sites archéologiques par exemple, ou de patrimoine en général, qui deviennent des lieux touristiques et donc générateurs de valeur économique même pour les territoires, et puis tous les autres formes de valorisation liées ou bien à de l'aide à la prise de décision, ce qui est très important en fait aujourd'hui. Vous l'avez entendu ce matin, la vice-présidente de la région Île-de-France nous a appelé à plusieurs reprises à continuer à travailler sur ces domaines de la science politique, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, parce qu'on ne fait pas de politique au fond sans avoir cet environnement de savoir. Alors, les journalistes, ils sont très contents d'interviewer des politistes, parfois des anthropologues, mais après, est-ce que dans la société, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mur quand même entre les... Écoutez, ce mur se fissure. Se fissure. C'est fissuré même, je devrais dire, puisque nous allons avoir de plus en plus de partenariats au CNRS et en SHS, en sciences humaines et sociales, avec des très grands groupes français qui ont besoin de nous. Ils ne font pas du sponsoring, là. Ils ont besoin de notre expertise pour mener leur politique internationale, par exemple, d'investissement, et même imaginer les nouveaux produits tels qu'ils peuvent être attendus du fait de l'évolution des sociétés dans les 20 prochaines années. Donc là, il y a des compétences, si vous voulez, qui sont vraiment mobilisées par ces grands groupes français. D'accord, y compris les docteurs, parce qu'ils ne sont pas toujours très... Y compris, c'est notre souci majeur. Aujourd'hui, au fond, vous savez, si j'ai lancé l'idée de ce salon, c'est aussi pour que les entreprises réalisent qu'entre un étudiant qui a un master, un étudiant qui a fait un doctorat, il y a un grand écart de compétences, d'autonomie, d'inventivité, et qu'au fond, il y a là un vivier dans lequel pour l'instant ils n'ont pas beaucoup puisé, mais qui est à mobiliser. Et je pense que nos accords avec les grands groupes français sont la première étape, si vous voulez, qui permettra ensuite à ces entreprises d'embaucher des docteurs. Et les PME aussi, peut-être, parce qu'ils sont très nombreux. C'est plus difficile pour une PME, mais il y a un grand groupe français qui, c'est pas un secret d'ailleurs, je peux vous le dire, Air Liquide, qui a embauché un historien il y a un an. Bon. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus des exceptions, mais Voilà. Ce que nous souhaitons, c'est que ce recrutement s'élargisse, à la fois en termes de discipline et surtout de nombre, afin que nos docteurs rencontrent des possibilités d'emploi supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui nettement. Puisque ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des docteurs formés dans le système supérieur, enfin l'enseignement supérieur français, ne peut pas trouver sa place dans ce même système de recherche et d'enseignement supérieur. Et donc moi je considère personnellement que c'est aussi notre responsabilité que de convaincre et de montrer aux entreprises, aux grandes institutions internationales, etc., qu'un docteur, c'est quelqu'un dont l'employabilité, comme l'on dit, est très forte. Donc il faut recruter au CNRS et dans les entreprises. Voilà. Merci. Merci.